Le jardinage, ce n'est pas la capacité à faire pousser n'importe quelle plante à n'importe quel endroit. Le jardinage, c'est savoir quel genre de plante pousse naturellement à un endroit donné. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Gros sujet aujourd'hui. Gros sujet, le désherbage, les invasives. On va parler de ça aujourd'hui et voilà. Je t'invite à te poser, te détendre, faire une petite balade, aller dans le jardin peut-être, désherber pourquoi pas, et à écouter tranquillement ce podcast et mes conseils, mes pistes pour mieux appréhender ton désherbage dans ton potager, dans tes massifs de fleurs, un petit peu partout là où tu juges qu'il y a un petit peu trop d'herbe. En parlant de ça, pour moi il y a deux types de jardiniers. Il y a les jardiniers qui plantent tout et n'importe quoi. Moi, je faisais partie de ça, en fait, avant. Je plantais tout le temps des fleurs, des plantes, des choses de partout, même dans le potager. Je plantais toujours plus. Et t'as les jardiniers qui sont un peu plus organisés et qui plantent ce qu'il faut au bon moment. Et ça vient avec l'expérience. Et je t'invite à peut-être suivre aussi toi aussi ce chemin au début. Peut-être, si t'as envie de beaucoup planter, plante beaucoup, mais sache que le but, c'est toujours aller vers un peu moins. Plus, ça veut pas dire mieux. Donc, faut toujours aller vers l'efficacité, quoi, en gros, si tu veux. Avant de continuer, je voudrais revenir. J'ai fait il y avait le coaching permaculture design. Ça devait être hier. Il y a eu 5 inscriptions. J'ai perdu des mails en cours et tout. Enfin, j'ai pas choisi la bonne horaire aussi, donc ça a pas pu se faire. Donc ce que j'ai fait, j'ai relibéré 3 places et je ferai d'autres dates. Donc si ça t'intéresse, j'ai encore mis le lien en description. La prochaine date, ça sera, je sais plus, jeudi prochain, je crois, mais cette fois-ci, ça sera à 20h. Ça sera sûrement plus accessible pour tout le monde. Donc si ça t'intéresse de parler, de venir viens avec ton design, on en parle, on discute, on échange, on essaie de trouver des pistes. Et voilà, donc n'hésite pas à t'inscrire, le lien est dans la description. Et on va continuer tranquillement ce podcast. Et on va parler de la philosophie du désherbage, ma philosophie. Et voilà, en gros, il y a un truc, une expression qui est très connue, c'est la nature a horreur du vide. Plus tu vas désherber, plus tu auras à désherber. Alors je sais pas si tu es au courant, mais moi je suis à la base je suis jardinier pour une municipalité. J'ai fait ça pendant plus d'une douzaine d'années. Donc j'ai désherbé, j'ai énormément désherbé, surtout les massifs de fleurs. Et je peux te dire, plus tu désherbes, plus tu auras d'herbe à arracher en fait. Parce que quand tu désherbes, en fait, tu vas remuer la terre et tu vas mettre des graines comme ça. Tu vas soit remonter des graines, et en fait, à chaque fois que tu désherbes, tu reviens 2-3 jours après, ça a repoussé et c'est reparti pour un cycle. Voilà, donc c'est juste pour dire. Après, je dis pas qu'il faut laisser les mauvaises herbes, c'est sûr, mais sache une chose déjà, plus tu vas désherber, plus tu vas rentrer dans un cycle infernal, un peu comme la monoculture de l'agriculture moderne, où chaque année tu vas repartir à zéro. Bah sache que là, plus tu vas désherber, plus tu vas devoir repartir à zéro, puis ça va redésherber. En fait, tu vas être tu pourras pas améliorer le truc. Ça sera toujours du désherbage. Alors que si tu trouves des autres stratégies, tu peux faire intervenir un peu le processus écologique, la succession écologique, et après commencer à trouver des solutions un peu plus permaculturelles. Et donc voilà. Donc plus tu désherbes, plus tu auras désherbé. Déjà, ça tu peux en être sûr. Et du coup, comment on fait pour qu'il y ait moins d'herbe? Déjà, on peut pailler. Donc je t'invite à pourquoi pas pailler ton potager, tes fleurs, tes pots de fleurs, tout ce que tu veux. Déjà, le paillage, ça va limiter la pousse des herbes. Et je vais pas revenir plus en détail là-dessus, sur tous les avantages, tous les inconvénients du paillage. Mais en gros, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de limiter la pousse des herbes. Donc le paillage, sache que ça va te permettre de limiter la pousse des herbes. Par contre, il y a aussi vu que là on est fin janvier au moment où je tourne ce podcast, ça me fait penser à une chose. En fait, sache que ton paillage, il fait office d'isolation. C'est-à-dire que quand ton sol il va être froid,
et que tu vas le pailler, bah, il va rester froid plus longtemps. Donc ça veut dire qu'au printemps, quand le soleil va taper sur ton potager, tes fleurs ou sur ta paille, quoi, sur ton paillage, bah sache que le sol qui est en dessous, lui, il va pas bénéficier de cette chaleur tout de suite parce que le paillage, il va faire office d'isolant. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Après, ça peut être un avantage dans d'autres circonstances. Mais voilà, sache que moi, ce que j'aime bien faire des fois, et ce que je vais faire, je pense, là, dans pas longtemps, c'est, voilà, quand le soleil commence à revenir sur le massif, enfin, quand le soleil commence à revenir sur mes pots, sur le jardin, tout ça, ben, tu enlèves un peu la paille et tu laisses comme ça le soleil réchauffer la terre, ça peut être intéressant. Après, je dis pas qu'il faut enlever quand il y a le soleil, remettre quand il y a plus de soleil. Enfin voilà, après tu vois comment tu peux t'organiser. Mais ça peut être intéressant de se dire, bah voilà, là, pendant quelques temps, je vais enlever ma paille pour réchauffer ma terre. Et voilà, donc c'est juste pour te dire, n'oublie pas que la paille, ça isole ta terre. Ça peut être aussi un problème, certaines fois, s'il fait trop chaud, ça peut aussi empêcher l'humidité de s'échapper. Enfin, voilà, je t'invite juste à prendre en compte ce petit détail. Et voilà. Moi, ce que je fais dans mes pots, oui, ce que je fais, c'est que je désherbe quelques fois par an, en fait. Je vais y aller par période stratégique, en fait. Euh, En gros, mon but, ça va être de donner de la lumière aux jeunes pousses que je veux privilégier. Je t'explique. En gros, euh, tu vois, il y a plein d'herbes qui vont pousser. Et moi, parmi ces herbes, il y aura peut-être, il y en a de plus en plus même, c'est des fois des laitues qui poussent comme ça. Et bah en fait, moi, je vais sélectionner. Je vais me dire, bah tiens, je vais privilégier la laitue, donc je vais désherber autour de la laitue et lui laisser de la place, lui laisser de l'espace et aussi lui laisser de l'accès à la lumière, quoi. Et donc voilà, j'ai des périodes comme ça un peu stratégiques que je vais commencer généralement fin février. Ouais, fin février à peu près, je commence à faire un petit peu de désherbage. Là, en janvier, ce que j'ai fait, euh, en gros, tu sais, l'hiver, à la fin de l'hiver, je laisse toujours, comment dire, mon potager, je le laisse fondre comme ça, je le laisse mourir comme ça, là, comme une peinture de plantes mortes comme ça. Et je le laisse finir, tu vois, je vais pas couper, arracher, remettre nickel pour le printemps suivant, tu vois, je vais laisser comme ça. Comme ça laisse le temps à la biodiversité d'aller dans les pots de fleurs, de se poser, et puis voilà, je laisse faire. Et en janvier, quand, euh, euh, quand, euh, quand les jours se rallongent, en fait, j'ai remarqué, parce que moi j'observe beaucoup la nature, et dès qu'on passe, tu sais, le solstice d'hiver, là, fin décembre, et qu'on arrive dans l'hiver, en fait, les jours se rallongent. Alors que jusqu'au solstice d'hiver, les jours se raccourcissent. Et en fait, du moment que les jours se rallongent, bah, il y a plein de plantes, pas toutes, qui vont commencer à bourgeonner, à germer, à pousser. Bah, la nature, elle reprend vie. Et en plus, le soleil, donc, il va plus, tu vois, plus être en hauteur, en gros. Et donc, il va plus ensoleiller ton jardin, ton potager, voilà. Et, euh, et donc, moi, à ce moment-là, ce que je fais, c'est là où je vais commencer à me dire, est-ce que j'ai des choses à couper pour faire un petit peu de lumière. Voilà, là, en ce moment, j'ai des blettes là, qui repartent. Donc, ce que j'ai fait un maximum de lumière j'ai coupé un maximum de plantes mortes pour que la lumière puisse pénétrer au max et que mes blettes, elles puissent en profiter. Donc, c'est aussi intéressant de toujours comme ça penser aux successions écologiques, que ce soit en matière de désherbage, en matière de soleil, de plein de choses comme ça. Donc voilà, en gros, si tu laisses pas la nature s'exprimer, tu découvriras jamais de trésors, tu découvriras jamais les trésors qu'elle te réserve, tu trouveras jamais, voilà, comme je disais, j'utilise pas mal les semis spontanés, comme ça, je vais sélectionner dans les mauvaises herbes, bah tiens, moi je préférerais garder ça, et puis il y a cette laitue que j'avais laissé monter en graines qui est en train de ressortir, donc je la garde. Bah tiens, cette plante, elle est sympa. C'est une plante sauvage comestible. Ça peut être intéressant pour moi, donc je décide de la garder. Donc voilà. Je t'invite vraiment à laisser la nature s'exprimer et à pratiquer l'observation. C'est sûr qu'au début, surtout quand on est débutant, ça peut être très long, ça peut être très décourageant. Mais si tu te laisses émerveiller par la nature, tu vas voir, tu vas progresser dans ta démarche, quoi.
Et voilà, je te laisse te trouver tes propres périodes de coupage de plantes mortes, de suppression de mauvaises herbes, d'invasives entre guillemets. Et voilà, moi je le fais à peu près à partir de fin février, mais peut-être que chez toi ça sera différent. Moi voilà, j'ai une condition spéciale, j'ai le soleil il tape pas de la même façon dans ça, tu vois. Tout dépend en fait de l'ensoleillement, de plein de choses, du climat. Donc je te laisse euh, t'organiser toi-même par rapport à ça. Et, euh, et d'ailleurs, je vais te donner une astuce pour justement t'aider à mieux t'organiser par rapport à ça. C'est que sache que les éléments et les lignes de désir. Alors les éléments, en gros, ça va être ton potager par exemple, euh, ton potager, ta serre, ton compost, tous les éléments que tu vas mettre dans ton design, dans ton jardin, dans ton aménagement. Eh ben, ils vont faire partie des fameuses zones, du fameux zonage en permaculture. J'en ai parlé dans un autre épisode. C'était l'épisode sur le jardin magnétique, je crois. Jardinage, ouais, comment rendre son jardin magnétique. Et on parle un petit peu du zonage, si tu veux en savoir un peu plus, voilà. Et mais sinon, en gros, ce qu'il faut savoir sur le zonage, en gros, c'est que tes zones, en permaculture, on définit 5 zones dans son plan d'aménagement. Et en fait, ces 5 zones, elles sont organisées, en gros, par ordre de fréquentation, euh, par ordre voilà, de fréquentation par rapport au lien que tu vas avoir avec les éléments. Donc, plus tu vas passer à un endroit, plus il va être proche de ta zone zéro. Et la zone zéro, c'est là, c'est ta maison, quoi. C'est là où tu vis. C'est là où tu as le plus d'interactions. C'est là où tu es le plus présent, quoi. Donc la zone 0, en gros, c'est le lieu de vie. La zone 1, ça va être les endroits où tu vas passer tous les jours, par exemple le chemin pour aller, je sais pas, à ta boîte aux lettres, à ton portail ou à ta porte de jardin, je sais pas où. Et donc c'est là où tu passes tous les jours. La zone 2, c'est où tu vas passer peut-être quelques fois par semaine. La zone 3, ça va être plutôt quelques fois par mois, et ainsi de suite, jusqu'à la zone 5, qui elle, logiquement, est une zone. Enfin voilà, normalement c'est une zone où tu interviens jamais, tu laisses la nature s'exprimer, tu vas juste observer ce qui se passe, mais pas plus. Donc voilà, comme je disais, donc plus tu as de lien avec un élément de ton jardin, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être le potager, même des outils, ça peut être des animaux. Et en gros, plus tu as de liens, plus tu vas le positionner proche de ta zone zéro, en gros. En gros. Donc voilà. Et oublie pas aussi de prendre en compte les chemins. Les chemins, on appelle ça aussi les lignes de désir. Ça va être les chemins que tu empruntes pour aller à différents endroits de ton jardin. Bah, sache aussi que finalement, ces chemins, ils te mettent naturellement au contact de ton environnement et au contact de certains éléments. Donc ça aussi, tu peux t'en servir. Et en gros, tout ça, c'est pour t'inciter à essayer de mettre ton potager le plus près possible de là où bah, le mieux c'est de l'avoir dans la zone 1 en fait. C'est là où tu vas être le plus souvent et donc c'est là où tu vas naturellement voir s'il y a besoin de désherber, s'il y a besoin d'arroser. En fait, toute l'année, ça te sert énormément d'avoir ton potager en zone 1. Peut-être un petit peu moins l'hiver, mais le reste du temps, ça va vraiment te faire... euh, ça va vraiment t'aider à gagner en efficacité et en plus à avoir un jardin plus joli parce que tu vas tout le temps être en train de regarder et tu vas voir les trucs qu'il faut faire et voilà. Donc utilise bien le zonage et oublie pas de mettre ton potager pas loin de chez toi en zone 1. Et voilà, le jardinage, c'est après voilà, c'est tout est comme je le dis souvent, c'est par rapport à ton contexte quoi. Tout est à adapter selon ton contexte. Le jardinage, c'est pas une science exacte. C'est pas parce que et puis même dans ton contexte, euh, c'est pas parce que chaque année tu vas faire la même chose au même moment que ça va marcher en fait. C'est pas parce que chaque année tu sèmes, tu plantes, tu mets du compost, tu mets de l'engrais naturel dans tes plantes au même moment, de la même façon, que obligatoirement tu vas avoir les mêmes résultats. Il y a trop de facteurs qui jouent dans tout ça. Il y a le soleil, il y a le climat, il y a les changements, il y a le changement, réchauffement climatique, changement climatique, ce que tu veux. Et voilà, il y a tout qui change en fait. Donc, dis-toi que le jardinage, imagine plutôt le jardinage comme si par exemple tu es sur une petite barque comme ça sur l'eau et sur une rivière et comme ça et en fait t'as juste une rame et en fait tu peux pas choisir
la vitesse du courant, la direction du courant. Tu peux juste t'aider avec la rame comme ça à diriger et à anticiper un petit peu comme ça les virages pour y aller tranquillement, quoi. C'est ça en fait le jardinage, c'est pas t'as très peu de contrôle sur ce qui va se passer, mais tu peux arriver à en gros limiter la casse en essayant de tourner à droite à gauche comme ça avec la pagaie. Et je trouve que c'est une bonne image aussi ça pour comprendre ce que c'est un peu ma façon de voir le jardinage. D'ailleurs c'est une expression entre guillemets de moi. Et même l'introduction de ce podcast, c'était moi qui l'avais fait. Cette petite, j'aime bien. Tu verras de temps en temps, je mettrai comme ça des petites punchlines. J'aime bien trouver des petites phrases comme ça qui restent, qui expliquent des choses compliquées de manière simple. Après, voilà, si ça te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, bah tant pis. Et voilà. On va passer un petit peu plus on va passer un peu à comment on va désherber, comment, voilà, aux méthodes de désherbage. Alors, voilà. Donc, au lieu de te demander déjà quelle plante, souvent je vois cette erreur. L'année dernière, ouais, j'avais aidé un jardin partagé pas loin de chez moi à se lancer comme ça, puis j'étais allé faire une petite formation pour leur donner quelques astuces, quelques pistes. Et on me demandait, ouais, quelle plante je dois pas couper, ouais. Et souvent on se pose cette question, et en fait, je me dis, en fait, il vaut mieux se demander l'inverse. Qu'est-ce que je dois couper? Je sais que ça peut paraître un petit peu contre-productif, un petit peu contre permaculture, quoi. Mais vraiment, moi, je t'invite à, au lieu de te demander quelle plante tu dois pas couper dans ton jardin, demande-toi plutôt laquelle tu as envie de couper, laquelle tu as envie de pas avoir. Ça peut être du liseron, par exemple. Le liseron, il n'y a pas beaucoup de jardiniers qui aimeraient le laisser comme ça. Donc voilà, vaut mieux se concentrer des fois sur, bah ouais, j'ai vraiment pas envie que le liseron s'installe, donc je vais me concentrer que sur le liseron, et puis je vais peut-être un petit peu moins me concentrer sur qu'est-ce que je dois pas couper ni rien, et le reste je vais laisser un peu faire. Et voilà, demande-toi plutôt quelle plante plutôt couper. Voilà. Après, le mieux c'est de laisser un maximum de place à la nature, comme je disais. En fait, il vaut mieux. Moi, c'est un peu une stratégie que j'utilise aussi dans mes pots de fleurs. C'est que je vais laisser vraiment pousser plein de choses. Voilà. Et en fait, quand je trouve une plante que j'aime bien, et qui je vois qui fonctionne bien dans mes pots, quand je vois qu'il y a une plante qui arrive à s'épanouir, qui est bien, et que je vois souvent, bah là, je vais plutôt me dire, bah, je vais essayer de la favoriser, elle. Et du coup, en fait, ça me permet de comprendre qu'est-ce qui fonctionne le mieux comme plante dans mon potager. Et ce qui fonctionne le mieux, bah, là, à ce moment-là, je vais les multiplier, ces plantes, tu vois. Je vais en faire des boutures, je vais les diviser, je vais récupérer les graines, tout ça. Et je t'invite plutôt, tu vois, à plutôt essayer de réfléchir comme ça. Et puis voilà, et n'oublie pas, donc comme je disais, de laisser de la place à la nature sauvage. Parce que, en plus, ce qui est intéressant quand tu laisses un petit peu de mauvaises herbes, entre guillemets, bah, les plantes qui sont sauvages, qui poussent spontanément dans un sol, déjà, elles poussent spontanément parce qu'il y a une bonne raison, elles doivent jouer un rôle dans l'écosystème, elles vont réparer le sol, et en plus, elles vont aider les mycorhizes, les champignons qu'il y a dans le sol, et qui jouent aussi un rôle hyper important, qui ont plein d'avantages, qui permettent voilà, à l'eau de se distribuer, aux informations de s'échanger, aux nutriments aussi de s'échanger. Et plus tu laisseras de plantes sauvages, plus tu laisseras de plantes spontanées, plus elles seront adaptées au territoire, quoi, au local, et elles seront adaptées aux champignons locaux, parce que des fois, tu rapportes des plantes entre guillemets exotiques et elles sont pas forcément adaptées aux mycorhizes, aux champignons, même aux putineurs, à la biodiversité. Donc c'est intéressant aussi de laisser des plantes sauvages parce que ça maintient un petit peu ce réseau mycorhizien qui est hyper important à conserver et à développer dans son sol pour être résilient face à la sécheresse et à plein d'autres choses. Et pour aider à tes plantes à collaborer, à s'échanger plein de choses. Donc, j'ai un petit exercice, enfin un petit exercice. En gros, j'ai une série de questions euh, qui pourraient t'aider. Voilà, en gros, quand tu vas arracher une herbe, on va faire rapide, hein. Euh,
Donc comme je disais, là, il n'y a pas de mauvaises herbes. Les herbes, en fait, elles sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors, voilà, au lieu de systématiquement désherber une plante, suis plutôt cette procédure. Donc, en gros, ce que je t'invite à faire là, au début, c'est identifier la plante et te poser une question. Est-ce que, tu vois, tu peux identifier avec des bouquins, avec PlanteNet, ou tu la connais tout simplement. Et en gros, tu peux te demander, est-ce qu'elle représente un danger pour les personnes ou les animaux qui sont sur le site ou le jardin? Ça peut être aussi une bonne raison. Voilà, si elle représente un danger, bah, je vais l'arracher, tu vois. Tu peux aussi te demander quelles utilités elle apporte au sol, et ça va te donner des pistes pour prendre ta décision. Tu peux aussi te demander est-ce qu'elle est comestible ou pas comestible, peut-être toxique. Tu peux te demander aussi quelle est son utilité, qu'est-ce qu'elle peut apporter au jardin, au potager, aux personnes ou aux animaux qui vivent sur le site. Tu peux te demander est-ce qu'elle est en train de faire de l'ombre à une autre herbe que j'aimerais conserver, et et si elle commence à faire d'ombre, est-ce que je peux encore un peu attendre ou je l'arrache maintenant? Tu peux aussi te demander est-ce qu'elle est sur le point de faire sa floraison et commencer à faire ses graines? Si oui, est-ce que toi tu as envie de récupérer ses graines? Est-ce que t'as pas envie? Justement, il faut vite la couper parce que t'as pas envie qu'elle se multiplie. Tu vois, il y a ces questions déjà que tu peux te poser. Et si t'en déduis qu'elle te dérange, bah tu te dis bah est-ce que je peux pas la mettre ailleurs? Est-ce que je peux pas juste la coucher et utiliser les plantes aux alentours pour vraiment la faufiler sous les plantes, et comme ça elle sera dans le noir et elle va pourrir naturellement, et ça va faire un paillage, en plus ça va nourrir le sol. Et si tu décides donc de t'en débarrasser, tu peux te demander, ça on le verra, tu vois, il y a je sais pas si tu connais le chop and drop, c'est un truc, enfin un nom en anglais pour dire en gros, tu prends ton herbe et tu la mets sous le paillage. Tu vois, c'est un peu un compostage de surface, mais avec les mauvaises herbes qu'il y a dans ton jardin ou ton potager. Mais ça, on va en parler un petit peu à la fin du podcast, quand on présentera justement, bah, on va y venir maintenant, euh, aux 3 méthodes de désherbage que je te propose. Et, euh, et je sais pas si tu connais Patricia Lanza. Alors, je sais pas si tu connais. Euh, je sais plus si c'est une américaine ou je sais plus, peut-être une australienne, je sais plus. Mais en gros, c'est elle qui a inventé la culture en lasagne. Alors oui, c'est vrai que la culture en lasagne, c'est certainement pas elle qui l'a inventé. C'est certainement quelque chose qu'on fait depuis des millénaires. Les ancêtres de nos ancêtres, ils devaient déjà le faire avant nous. Mais voilà, elle a écrit un bouquin dans les années 90. En gros, on va dire, c'est peut-être, la formulation, c'est peut-être elle qui a popularisé aujourd'hui la culture en lasagne. Il y a beaucoup de personnes qui se sont inspirées de son bouquin, et surtout des personnes qui s'intéressaient à la permaculture. Et voilà, c'est elle qui a permis un peu à la lasagne d'être connue, d'être populaire comme ça, dans le monde, en France. Et en gros, je te raconte vite fait son histoire, si je me souviens à peu près. Mais en gros, elle avait un jardin, et, euh, en gros, elle avait un jardin énorme, et je sais pas, son travail, il lui prenait trop de temps. Et en plus, elle avait ses enfants qui l'aidaient au jardin quand même. Donc elle avait son grand jardin, les enfants ils l'aidaient, donc elle le jardinait de manière traditionnelle. Elle retournait la terre, tout ça. Et un jour, ses enfants ils sont partis de la maison, et elle, pareil, je crois elle a été promue à son travail, donc elle avait encore un peu moins de temps pour elle et pour son jardin. Et petit à petit, comme ça, elle n'arrivait plus à entretenir son jardin. Et un jour, je crois qu'elle traînait vers son tas de compost, et je sais pas, elle a eu l'idée d'aller mettre, je sais pas, elle a une révélation, elle se dit voilà, je crois qu'elle se baladait dans la forêt, un truc comme ça. En fait, elle s'est dit oui, pourquoi dans la forêt ça pousse super bien, alors qu'il y a rien, on met pas d'engrais, on retourne pas la terre et tout. Donc du coup, elle a bricolé un petit mélange de compost avec un peu de tonte de gazon, je crois. Elle a étalé ça comme ça avec des feuilles mortes qui traînaient dans un coin. Tu vois, c'était genre le mois de mai, et elle avait 2 semaines pour tout préparer. Et elle se dit, j'arriverai jamais à tout préparer, il faut que je trouve une solution. Et tac, elle a pris le compost, les feuilles mortes, le gazon, et elle a tout mis dans ses zones de culture. Et elle a planté des trucs à l'intérieur. Elle s'est dit, de toute façon, j'ai que ça. Et en fait, ça a super bien marché.
ça a super bien marché, ça a super bien poussé, elle a jamais eu autant ça a été hyper productif et tout. Et elle était vraiment surprise. Et, euh, et l'année d'après, elle s'est quand même posé la question, elle s'est dit ouais, c'est quand même, ça fait un peu bizarre. Les gens, ils disaient que ça faisait un peu bizarre quand même d'étaler le compost. Enfin, c'était pas traditionnel et elle s'est dit ouais, je vais peut-être pas continuer comme ça. Et elle a commencé à prendre je crois qu'elle a demandé à son voisin, son motoculteur, qui lui prête son motoculteur, je sais pas, rotovateur, motoculteur là. Et pour retourner la terre, la machine comme ça qu'on passe sur la terre et qui fait il y a un cylindre comme ça qui retourne la terre avec des grosses dents. Et, euh, Elle le prend comme ça et elle va dans son jardin, elle le met en route et je sais pas, il se bloque. Il se bloque et en fait il part tout seul le motoculteur jusqu'au fond de son jardin. Elle est traumatisée, elle s'est dit ah, oui, c'est bon, je m'en sers plus jamais de ce motoculteur. Je pensais que j'allais gagner du temps, mais j'ai cru que j'allais, je sais pas, elle aurait pu faire un accident, quoi, ça l'a un peu inquiété. Et, euh, et en fait, c'est ça que ça l'a traumatisée. Elle s'est dit, bah vas-y, je repars sur la méthode culture en lasagne. Et elle a continué comme ça. Et en fait, même c'est elle qui aussi, par contre, ça c'est ouais, c'est elle qui l'a inventé. Donc, elle a popularisé la méthode de culture en lasagne, mais en plus, elle a rajouté, c'est elle qui a donné l'idée, tu sais, de mettre du carton au fond de la culture en lasagne. En général, quand on a un terrain, imaginons que tu as un gazon comme ça, et que tu veux faire un potager, bah, le mieux, c'est à l'automne, tu étales des cartons sur là où tu veux créer ta zone potagère, et par-dessus, tu mets des feuilles mortes, du gazon, tu fais une lasagne, tu vois. Mais pourquoi on fait ça? Pour pas que l'herbe elle pousse, en fait, déjà pour étouffer l'herbe, et en fait, elle se rendait compte quand elle faisait ses lasagnes sans carton, et même elle, c'était pas des cartons qu'elle mettait, c'était des journaux, du papier journal. En fait, elle se rendait compte quand elle faisait pas ça, c'est ce qu'elle faisait pas avant d'avoir trouvé l'idée, et ben en fait, elle se rendait compte que les herbes à chaque fois, elles poussaient au travers de la lasagne, et même encore plus parce qu'elles adoraient la lasagne, c'était très riche et tout. Donc elle a trouvé cette idée de mettre des papiers journaux pour séparer un peu, et du coup, ces lasagnes, il y avait beaucoup moins de mauvaises herbes qui poussaient euh, à l'intérieur. Donc voilà, ça c'était l'histoire de Patricia Lanza. Elle a écrit 2 bouquins sur le jardinage en lasagne et aussi un autre qui est plus sur le jardinage un peu en lasagne, mais plus en ville, plus dans des petits espaces. Et voilà, c'est des bouquins en anglais. Je sais pas s'ils sont encore trouvables, ils sont pas très connus. Moi, j'ai réussi à les choper quelques années déjà. Voilà, donc je t'invite à regarder tout ça. En gros, on revient à notre méthode. Donc la méthode Patricia Lanza, pour moi, en gros, c'est inspiré justement de priver la lumière aux mauvaises herbes. Donc en fait, son histoire là, de papier journal au fond de la lasagne, en fait, ça privait la lumière aux mauvaises herbes. Donc, c'est une méthode douce. La première chose que tu peux faire, c'est pourquoi pas essayer de trouver une solution pour priver la lumière, pour priver tes plantes de la lumière. Ça peut être, soit tu fais, comme je disais tout à l'heure, du chop and drop. Enfin, encore chop and drop, c'est arraché, mais en gros, ce que tu peux faire, c'est soit mettre, comme je disais, la plante, tu la couches, tu la mets sous le paillage. Voilà, tu l'arraches pas, tu la coupes pas, juste tu la couches et tu la prives de lumière, en gros. Tu vois, tu peux mettre une pierre dessus, tu peux mettre une poignée de foin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Ça, c'est vraiment la méthode douce, méthode Patricia Lanza. Et après, ça me fait penser aussi, euh, quand j'avais lancé le jardin partagé en 2019, on avait énormément de liserons qui s'installaient. Liseron, c'est la plante, c'est l'ennemi numéro un du jardinier, et parce que ça va vraiment envahir ton jardin, ça va étouffer tes plantes. Il faut arriver à le canaliser, quoi. Après, voilà, il a aussi son rôle à jouer. euh, mais voilà, si tu as un jardin, déjà, si le liseron il pousse, ça veut dire que tu as un bon sol qui est bien riche. Mais voilà, quoi, lui il est là pour équilibrer tout ça. Et voilà, ça peut prendre Voilà, si tu te dis oui, bah je vais laisser faire le rôle du liseron, bah pendant 10 ans tu jardines plus là où il y a le liseron, quoi. Au bout d'un moment, j'avais pas énormément de place, on avait à peu près 150 mètres carrés. Donc voilà, au bout d'un moment, on était obligé lutter contre le liseron. Même si à certains endroits je le laissais un petit peu faire.
Mais ça devient, parce qu'en fait, t'arraches un liseron, il y en a deux autres qui poussent, quoi. C'est ça le truc. Mais bref, en gros, moi, ce que j'avais trouvé en technique un peu plus, comment dire, c'est la méthode douce, mais un peu hardcore, où en fait, tu prends une bouteille en plastique et tu mets le liseron à l'intérieur de la bouteille, et en fait, ça le crame complet, tu vois, tu le bourres dans la bouteille, tu le fais rentrer dedans comme ça, et en fait, lui, il va chercher à pousser, mais il va rester dans la bouteille et il va mourir, il va pourrir. Donc ça l'empêche. Si tu arrives à le choper quand il est encore jeune et tu fais ça, eh ben doucement ça va le tuer. C'est une bonne technique pour lutter un peu contre le liseron. Donc voilà, tu vois, il y a plein de techniques comme ça où priver de la lumière, priver de l'espace, c'est voilà, parce que les plantes elles ont besoin de lumière et d'espace en gros. Donc si tu arrives à les priver de l'un ou de l'autre, c'est la méthode douce pour moi. Ensuite, la deuxième méthode, je l'ai appelée la méthode néolithique. Donc en gros, cette méthode, elle est toute simple. Elle consiste à couper la plante à la base, et en fait, tu laisses encore le système racinaire. Et là, c'est là où tu peux faire le fameux chop and drop. Tu prends la plante, tu la coupes à la base, et tu la mets sous le paillage juste à côté ou quoi. Et voilà, ça c'est un peu la méthode néolithique, un peu à l'époque où on faisait les premières formes d'agriculture où on arrivait, on faisait de l'agriculture sur abattis brûlés, donc ça consistait on le fait encore un petit peu dans certains endroits de la planète, où ça arrive, ça consiste à couper une forêt, tout brûler, et une fois que c'est tout brûlé, bah t'arrives, t'as la cendre et tu retournes la terre et tu fais ton blé, tes céréales, quoi. Et voilà, c'est un peu la technique un peu plus néolithique, tu vois, on n'est pas encore sur une technique moderne. Et, euh, et donc ça peut être hyper intéressant. Et je voudrais faire une petite aparté sur l'agriculture. Pardon. Et en gros, qu'on parle un petit peu là, de l'agriculture sur Abati Bruli, là, les chasseurs-cueilleurs, tout ça. En gros, l'agriculture, c'est un modèle qui a été inventé pour répondre à un problème de manque de ressources. Et en fait, en gros, donc avant on était chasseurs-cueilleurs, on était même charognards, et, euh, et au bout d'un moment, à force que la population soit croissante, il y avait de plus en plus de gens, et à l'époque du croissant fertile, en gros, il y avait de plus en plus d'humains sur le territoire, et au bout d'un moment, en fait, on pouvait plus avoir ce modèle où on arrivait, parce qu'en fait, notre modèle, c'est, on arrivait sur une zone, un territoire, on s'installait un peu, on récupérait tout ce qu'il y avait à manger dans les arbres, on récupérait, on faisait peut-être un petit peu de chasse, là, des petits mammifères, des choses comme ça, on mangeait aussi on était un peu charognards, et on épuisait un peu comme ça toutes les ressources, et une fois que tout était épuisé, ben, on allait à un autre endroit, et ça fonctionnait comme ça. Mais au bout d'un moment, dans cette époque du croissant fertile, en fait, ça marchait plus, il y avait plus de place, quoi. Au bout d'un moment, on se marchait un peu dessus, et c'est là, en fait, qu'on a inventé la première forme d'agriculture, parce qu'en fait, on s'est retrouvé face à un problème où on avait plus assez de ressources, et en fait, on s'est dit, il faut qu'on fasse en sorte de régénérer les ressources, parce qu'on en a plus, donc il faut qu'on donne, on trouve une solution pour régénérer plus rapidement, et que ça se régénère plus rapidement, et comme ça, on peut continuer à manger, quoi. Donc c'est là qu'est née l'agriculture, c'était vraiment le fait de se dire, on va régénérer les ressources, donc on va faire de l'agriculture. Mais moi je dis qu'aujourd'hui on a le même problème en fait. Parce qu'en fait on consomme 7,3 calories. Ça c'est un chiffre du site résiliencealimentaire.org qui dit qu'en gros en agriculture on consomme 7,3 calories pour produire une calorie. Donc aujourd'hui on a peut-être réglé le problème de y a plus on arrive à faire pousser des choses, on arrive à faire de l'agriculture pour se nourrir. Mais au final, on consomme plus de ressources pour le produire que finalement le résultat, voilà, 7,3 calories de dépenser pour une calorie produite, voilà, je te laisse faire le calcul, au bout d'un moment, ça a posé un problème. Et en fait, le problème, on l'a vraiment pas résolu finalement. On a toujours ce problème où il va arriver un jour, on n'aura pas assez de nouveaux territoires à exploiter, et en fait, on devra de nouveau trouver une nouvelle ressource pour continuer à régénérer et pour pouvoir manger, quoi.
Après, on peut peut-être aller sur Mars, mais moi, à ce que je sache, il n'y a pas vraiment il y a rien à manger quoi sur Mars. Mais bon, on sait jamais. Il faut trouver vraiment cette transition. En plus, c'est le sujet en ce moment. Les agriculteurs sont dans la rue et voilà, je les soutiens, les agriculteurs. Et mais il faut qu'on les aide aussi à faire cette transition vers un nouveau modèle qui soit euh, bénéfique pour tout le monde, quoi, que tout le monde s'en sorte, quoi. Donc, bref, la méthode néolithique, on coupe la racine à la base et on laisse le système racinaire dans le sol. Vraiment, le but à chaque fois, c'est d'éviter d'aller le plus bas possible, quoi. Pas perturber la terre, c'est vraiment euh, la base d'un bon désherbage. Et la troisième et dernière méthode que je te propose, c'est la méthode barbare ou la méthode homme moderne. En gros, t'arrives, t'arraches l'herbe et terminé, tu vois. Tu l'arraches complet, donc tu prends la racine avec, tu défonces la terre et tout. Voilà. Bon, des fois, je t'avoue, même en faisant de la permaculture, bah, des fois, t'es obligé d'en arriver là. Comme je disais, pour le liseron, bah, t'es obligé d'aller chercher un petit peu la racine, même le plus possible pour pouvoir t'en sortir, parce que lui, c'est pas parce que tu arraches ce que tu vois qu'il va s'arrêter, hein. Il faut vraiment aller chercher le liseron à la racine et après l'épuiser comme ça en coupant. Dès qu'il y a une petite pousse qui sort, bam, tu arraches, et en fait tu épuises le système racinaire et après t'en arrives à bout de cette manière. Mais voilà, il y a plein d'autres plantes comme ça qui ont souvent des gros pivots, ça c'est des grosses racines qui plongent un peu comme le pissenlit. Et des fois, tu as envie de t'en débarrasser et tu t'auras beau couper avec la méthode néolithique où tu coupes et tu laisses la racine, bah, il y aura toujours la plante, elle va toujours repousser. Des fois même, elle repousse encore plus dru et ça devient de plus en plus difficile de s'en débarrasser. Donc, si vraiment tu as besoin de te débarrasser d'une plante, des fois, tu es obligé d'aller à la racine, régler le problème à la racine. Mais vraiment, ça, c'est en dernier recours pour pas perturber le sol parce que c'est très long le sol et c'est long à ce qui structure. Donc vraiment apprendre, technique à prendre avec des pincettes et voilà. Voilà pour mes trois méthodes. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que tu vas pouvoir réutiliser, peut-être réécouter ce podcast justement avant de faire une petite session désherbage là à la fin du mois ou quel que soit le moment de l'année où tu écoutes ça. Mais vraiment, je t'invite à l'observation, à tester des choses, à y aller en douceur. Et, euh, et petite citation au passage. Et après, je vais faire aussi un petit. On va parler vite fait de qu'est-ce qu'on fait de l'herbe aussi, tu vois. On va parler de ça un petit peu, mais petite citation de Grégory Derville, qui a écrit un livre qui s'appelle Permaculture en route pour la transition écologique. C'est une citation que j'avais récupérée dans son bouquin que j'avais vraiment bien aimé et qui dit que l'agriculture moderne tue ce qui veut vivre et garde en vie ce qui veut mourir. Voilà, je trouvais ça intéressant. L'agriculture moderne tue ce qui veut vivre et garde en vie ce qui veut mourir. Donc en gros, dans l'agriculture moderne, tout ce qui veut vivre, que ce soit les mauvaises herbes, les champignons, les microbes, les insectes, tous ces machins, on cherche tout à tuer. Et en fait, au final, on veut garder en vie toutes les cultures malades. Voilà, notre pauvre blé qui a du mal à pousser, avec lequel il faut balancer de l'engrais à fond, il faut le protéger, tout ça, bah, ça on essaie de le garder en vie. Et peut-être que, ouais, il y a peut-être une autre vision à développer, peut-être inverse à tout ça. Et je trouvais cette citation intéressante. Et donc en gros, rapidement, qu'est-ce que tu vas faire de cette herbe? Donc comme je disais, soit tu fais du chop and drop, tu mets ça sous ton paillage ni vu ni connu, tu peux aussi le déposer comme ça même sur le paillage, n'importe, c'est pas grave. Soit en dessous et ça fait compostage de surface, soit en dessus et ça contribue au paillage. Et puis si t'as pas de paillage, bah justement ça va commencer à te constituer un petit paillage. Et aussi il y a une petite technique de Emilia Haslip que j'aime beaucoup la façon dont elle travaille. Et en gros elle dépose les mauvaises herbes comme ça, enfin, les choses qu'elle arrache. Au lieu de les mettre au compost ou quoi, ce qu'elle fait, bah, elle les met dans les allées là où elles circulent. Et en fait, elle les piétine comme ça petit à petit, puis ça sèche et
ça alimente ses allées, quoi, ça évite aussi que ça se tasse un peu trop. Mais voilà, faire attention quand même de peut-être pas trop mettre de mauvaises herbes dans les allées, parce qu'après ça peut, comme ça, condenser, ça peut avoir du mal à se décomposer, donc y aller toujours un petit peu avec parcimonie. Mais je trouvais ça intéressant de parler de cette technique. Et puis voilà, je pense on va se laisser là-dessus. Je te remercie d'avoir écouté. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, 5 étoiles sur Apple, sur Spotify, de partout. N'hésite pas aussi à t'abonner. Et il y a aussi un truc, tu sais, des fois dans les jardins partagés, je sais pas si peut-être que tu fais partie d'un jardin partagé. Et je pense que ce podcast, il pourrait être utile à plein de gens qui sont dans des jardins partagés. Donc n'hésite pas à le partager si tu es dans un jardin partagé. N'hésite pas à le faire circuler autour de toi pour que les gens un peu soient sensibilisés comme ça au désherbage. Et voilà, j'espère que ça permettra d'avoir des plus jolis jardins. Et puis voilà, sur ce, je te laisse sur une petite chanson que j'apprécie énormément de David Bricou. Voilà, tu verras, c'est une super chanson. Il y a les liens en description pour aller l'écouter aussi sur YouTube, pour aller aussi retrouver son album. C'est vraiment une chanson. Quand j'ai passé mon PDC, le diplôme de permaculture en 2019 en Corrèze chez Damien Descartes, bah, il était là avec sa guitare et il nous jouait plein de chansons et moi j'adorais l'écouter quoi. Donc voilà, je te laisse écouter ça et puis on se retrouve dans le prochain épisode. J'irai planter l'herbe de la pampa et la jussie, la renouée du Japon, l'acacia et l'ambroisie. Ce sont vos peurs, la seule peste aux dérives qui nous emmerde. Liberté pour les plantes invasives, la mauvaise herbe. Ce sont vos peurs, la seule peste aux dérives qui nous emmerde. Liberté pour les plantes invasives, la mauvaise herbe. Ce sont vos peurs, la seule peste aux dérives qui nous emmerde. Liberté pour les plantes invasives, la mauvaise herbe. Ce sont vos peurs, la seule peste aux dérives qui nous emmerde. Liberté pour les plantes invasives, la mauvaise herbe. Ce sont vos peurs, la seule peste aux dérives qui nous emmerde. Liberté pour les plantes invasives, la mauvaise herbe.